Bonjour à tous, c'est parti pour votre 74e numéro de Sport Inside sur Radio CHU Bordeaux et voici les titres d'aujourd'hui. Dans les questions débat de Sport Inside, nous allons nous intéresser au match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Est-ce que le PSG doit tout miser sur ce match ? Et ce match aura lieu cette semaine, le mardi 14 février pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, match aller. Nous allons nous intéresser aussi au défenseur droit Philippe Lahm du Bayern Munich, l'Allemand. Est-il le meilleur défenseur droit au monde ? C'est la question qu'on vous pose, chers auditeurs de Radio CHU, réponse à la fin de l'émission. Football Girondins de Bordeaux, nous allons faire le débrief du match entre Caen et Bordeaux. Est-ce que Camano est la meilleure recrue de ce début de saison ? Bordeaux-Guingamp, c'est notre avant-match. Le match aura lieu la semaine prochaine et le dossier du jour après Adam Ounas et Grégory Sarti, c'est Igor Lepchuk qui sera notre dossier du jour. Est-ce qu'il s'est bien adapté ? Est-ce qu'il doit être titulaire indiscutable à la défense centrale ? Réponse dans un instant. La séquence d'aujourd'hui sera présentée par Lucas. Bonjour Lucas. Et aujourd'hui, dans Born US, nous allons parler du Super Bowl. Et bonjour Thibaut pour nous accompagner aussi. Salut. Ça va bien ? Ça va très bien. Sans oublier vos rendez-vous habituels avec le Zap sur les boxeurs de Bordeaux, Sport Inside sur Radio CHU, c'est parti. On commence cette émission avec le match avec les Girondins de Bordeaux et le match Caen-Bordeaux qui a eu lieu cette semaine. Bordeaux qui a gagné 4-0. Est-ce que Bordeaux a commencé son championnat, Thibaut? On est le combien aujourd'hui? Le 10 février. Si on le commence que maintenant, c'est compliqué quand même. Hein. Non, mais c'était un match référence parce que bon, on a affronté une équipe cannaise privée de beaucoup de joueurs, mais bon, je veux pas justifier la victoire de Bordeaux par ce biais-là, mais c'est vrai que Bordeaux a maîtrisé son sujet. Offensivement, on a été réaliste. On a 4 occasions dans le match, 4 buts. Derrière, les Canets ont une occasion que Carasso sort à la 92e. On n'a pas été forcément beaucoup mis en danger non plus. On a bien maîtrisé. Donc pour moi, c'est le match référence cette saison. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce que cette équipe est capable de faire et on le sait. Et c'est pour ça aussi qu'on râle après cette équipe parce que justement, le problème de Bordeaux, c'est cette inconstance défensive, offensive. Donc voilà, là aujourd'hui, les astres étaient réunis et finalement, on a étrillé Caen d'une manière fort logique. Après, c'est vraiment ce genre de match qu'il faut gagner 4-0 contre ce genre d'équipe aussi. Ouais. Parce que les Girondins ont perdu beaucoup de points contre ces petites équipes. Notamment sur le match aller, puisque Bordeaux avait perdu chez eux face à Caen. Lucas, est-ce que Camano est la meilleure recrue pour l'instant des Girondins ? Est-ce que c'est la meilleure recrue ? Je sais pas. En tout cas, c'est celui qui se montre le plus. Comme Menez n'est pas au niveau, Roland ça dépend des matchs, donc c'est ce qu'on a dit dans plusieurs émissions aussi. Le Camano il joue vraiment le jeu, il est présent, il est vraiment, comme on dit, il mouille le maillot, ça pour le coup. Et je pense que comme tu disais Thibaut, en plus faire un match à l'extérieur où Caen a battu Nice, aller mettre 4-0 à les Canets, même s'ils on a été très réalistes, ok, mais le fond de jeu était là, il y avait de l'envie, il y avait surtout aussi beaucoup de mouvement, c'est ce qui manquait. Et après je pense que le retour de Carasso depuis 3 matchs a fait que je pense qu'il a remobilisé les troupes. On a vu que Menez a marqué l'autre jour pour le retour de Carasso, donc je pense que c'est pas forcément anodin. Il y a plein de choses qui font que je pense que le groupe avait besoin de retrouver un leader, de retrouver quelqu'un qui les remotive, même si Gourvenec a ce rôle-là. Je pense que Carasso a fait un gros retour et je pense que c'est bénéfique pour les Girondins. Mais par contre, comme tu dis aussi Thibaut, faut qu'ils essayent de trouver un peu de constance et qu'ils puissent avoir ce réalisme contre les équipes, on va dire, de milieu de tableau haut, pour qu'ils puissent accrocher des places européennes, parce que vulgairement quand ils sortent un petit peu les doigts, ça fonctionne. Donc là ils s'attellent pas que au gros, ils ont fait des bons matchs, mais je pense que maintenant le championnat c'est le principal. Il faut comme tu disais tout à l'heure encore, faut qu'ils gagnent contre ces petites équipes entre guillemets, quoi, des équipes de leur niveau, on va dire. Pour l'instant, hormis Paris en Coupe de la Ligue, c'est positif cette année 2017 pour les Girondins. C'est 11 points pris sur les 15 possibles. Invaincu depuis l'année civile 2017, le début de l'année. Il y a le match face au PSG aussi qui arrive là. Donc cette invincibilité peut-être va s'arrêter. J'espère pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant ce que propose Bordeaux depuis le début du mois de janvier.
Maintenant, il reste toujours à trouver cette constance parce que le match face à Rennes à domicile, ça a été une purge pendant 90 minutes du côté bordelais. On n'a pas su faire grand-chose non plus. Et pourtant, Rennes est une équipe quand même abordable. Je veux dire, c'est pas non plus. C'est pas le même niveau que Bordeaux, c'est juste en dessous. En fait. Non, voilà. Et puis même, c'est. Bon, c'est ça en fait qui est agaçant, c'est qu'on sait que Bordeaux est capable de faire des matchs corrects et a une équipe pour tenir en fait une rencontre sans problème en Ligue 1. Malheureusement, on n'a pas cette régularité et c'est ce qui nous fait encore défaut cette saison, comme les saisons d'avant. Et c'est là qu'on doit s'améliorer. Mais pour l'instant, les Girondins de Bordeaux sont 7ème au classement avec 36 points. On va s'intéresser à leur prochain match contre Guingamp la semaine prochaine à domicile. Leur dernier match contre Guingamp, c'était en Coupe de la Ligue victoire 3-2, mais sinon c'était la saison dernière. À domicile, ils avaient gagné 1-0 but de Monsieur Tchèque Diabaté qui avait marqué pour l'en avant Guingamp. Guingamp, c'est abordable pour les Girondins, Lucas? Ouais, je pense. S'ils font un match vraiment sérieux comme celui de Caen. Guingamp qui est au même niveau que Caen. Ouais. Mais après, je pense que Guingamp a un fond de jeu un peu plus important que Caen. Ils ont beaucoup plus de réussite. Jimmy Briand est vraiment bon cette année. Donc je pense qu'il faut qu'ils prennent comme le match où ils ont gagné 3-2. Et après, voilà, faut pas qu'ils regardent les adversaires jouer. Faut qu'ils jouent leur jeu, faut qu'ils mettent du rythme, faut qu'ils gardent le ballon vraiment en milieu de terrain et qu'ils aient cette rampe de lancement qui manquait et qui a très bien fonctionné à Caen. Et voilà, ils gardent le réalisme, ça viendra. La chance, moi j'y crois pas. La chance, on la provoque. Donc si, comme Kemano, il met 2 buts contre Caen, il y a un moment, voilà, il faut prendre sa chance. Vercoutre, c'est pas non plus le perdreau de l'année. Donc même s'il a pas fait un grand match, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. La dernière défaite des Girondins de Bordeaux à domicile contre Guingamp, c'était en 2000. Voilà, c'était lors de la première confrontation entre ces deux équipes 2-0. Donc, après les stats. Oui, c'est vrai que maintenant les stats ça ne sert plus à rien. Ouais. Thibaut, un petit mot sur Guingamp. Déjà, on a vu le match en Coupe de la Ligue 3-2. Ils ont bien géré avec un très bon Gaëtan Laborde. Ouais. C'est faisable aussi. Oui, c'est faisable. Après, je sais qu'il y a beaucoup de turn. Il va y avoir certainement pas mal de turnover aussi, puisqu'on enchaîne après avec une match de Coupe de France aussi face à Lorient, la réception de Lyon aussi qui va arriver. Ça. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de turnover, notamment devant. Alors c'est là qu'il va falloir aussi que l'équipe arrive à digérer tout ça. Alors ce qui est bien, c'est que Kamano, aujourd'hui on parlait de lui, voilà, il est au top. Roland commence aussi un petit peu à revenir. Il y a une émulation aussi devant. Ménez sur le banc, sa fierté doit en prendre un sacré coup. C'est là où il est meilleur. Ouais, ça lui, pour mais je pense que on l'a vite tranché. Je pense que ça doit lui faire du bien aussi de se tirer un petit peu le banc et de lui montrer aussi qu'il n'est pas là pour faire de la figuration et qu'il y en a aussi qui en veulent. Et Gouvernec lui a prouvé aussi que si t'en veux moins que les autres, et ben tu joues moins. Mais là, c'est bien parce que c'est l'exemple parfait d'une gestion saine parce que il se rebelle pas, on connaît son caractère. Hein. Mais Gourvenec arrive à bien gérer tout ça et c'est une concurrence saine. Il a fait rentrer Arambari aussi dans la concurrence. Sankaré aussi trouve sa place au milieu de terrain. Plasil, même s'il a le brassard, il n'est pas indiscutable sur tous les matchs puisqu'il le fait tourner aussi moins souvent que les autres, mais il le fait tourner quand même. Vada aussi. Donc il y a pour l'instant une émulation qui est bonne, ce qui n'avait pas été le cas en début de saison où il y avait justement beaucoup trop de turnover et peut-être pas assez d'automatisme. Donc là, il commence à y avoir avec le repositionnement aussi tactique de certains joueurs, ça commence à devenir intéressant. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour de Cédric Carasso dans les buts, qui pour moi est... autant Jérôme Prior est très bon, peut être très bon, mais on remplace pas un Carasso comme ça. Et son retour permet aussi plus de sérénité défensive. Et il commande beaucoup plus sa défense et il est plus autoritaire dans sa surface. C'est le domaine sur lequel Prior doit progresser encore. Voilà, Prior n'a pas le charisme et l'aura que peut avoir Carasso derrière. Ça va arriver, je pense. Oui. Ça va arriver parce que je pense qu'il va apprendre aussi. C'est un jeune gardien qui a une vingtaine d'années, on peut pas non plus lui demander. Mais il a quand même de bonnes qualités, mais il doit encore progresser mentalement et dans les sorties aériennes aussi. Alors avant de faire le zap sur les boxeurs de Bordeaux, on va faire le dossier du jour sur Igor Lepchuk, le défenseur central polonais. Il est arrivé cet été à Bordeaux. Est-ce qu'il s'est bien adapté dans cette défense centrale? Par la force des choses, oui, c'est adapté, oui. Avec Contento et Palois, t'as intérêt à te montrer un peu les crocs et t'as la place pour, on va dire, pas facilement, mais presque. Mais je pense qu'il a fait ses preuves. Il a été bon, il a été pour le coup assez constant. Et après derrière, il arrive à rester là-dessus. Donc je pense que oui, c'est une bonne recrue. Donc au même niveau que Kamano, on peut dire. Ouais, c'est dommage juste que cette blessure vienne le freiner un peu parce qu'il était
comme tu disais, Lucas il était sérieux et solide. C'est ça. Et malheureusement, bon voilà, c'est une blessure bête, je pense. Bon, il y a Jovanovic, la nouvelle recrue aussi, qui l'a bien remplacé. Donc voilà, avec le départ aussi de Pablo en prêt, il avait plus la place pour s'intégrer. Grégory Donc, Sarti voilà. qui est parti. On Grégory Sertic, j'ai oublié. Grégory Sertic qui est parti aussi. Et donc voilà, donc il s'intègre bien. Et je sais aussi qu'il fait beaucoup d'efforts pour apprendre le français, donc c'est tout à son honneur. Donc c'est satisfaisant, donc Ouais. c'est une bonne note pour Igor Lepchuk. Voilà pour les Girondins de Bordeaux, donc leur prochain match ce sera contre Guingamp la semaine prochaine. Tout de suite, c'est le Zap. Le Zap sur les boxeurs de Bordeaux, ils ont gagné 11-0 contre les Ducs de Dijon, mais ils ont perdu la semaine dernière contre Strasbourg 4-1. Ils joueront leur prochain match contre Lyon ce mardi 14 février à domicile. Un petit mot Lucas et Thibaut, les boxeurs de Bordeaux, est-ce qu'ils peuvent freiner un petit peu vu qu'il reste peu de matchs et se concentrer sur les playoffs? Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé à l'étoile de la mort ou l'étoile noire L'étoile noire de Strasbourg. l'étoile noire de Strasbourg. C'était un petit clin d'œil à Star Wars. Non, je pense que c'est ce qui s'est passé à Strasbourg. On peut pas faire 11-0 contre Dijon à domicile. Festival de buts, vraiment un match maîtrisé de bout en bout. C'était vraiment Et un blanchissage aussi. Ah ouais, apocalyptique, Victor, apocalyptique pour Dijon, parce qu'ils n'ont pas eu le palais une seconde, c'était hyper compliqué. Et après, prendre, je crois, 5-1, 4-1 à Strasbourg. Il y a même si après, il y a aussi des internationaux qui étaient un petit peu, ils allaient partir aussi, donc peut-être ils étaient un petit peu la tête tournée. On a 4 internationaux au boxer, donc ils étaient peut-être tournés un petit peu avec la sélection, mais même, enfin, on peut pas. En plus, Strasbourg, c'est pas l'autre tableau, quoi. Ils Ils sont en dessous avec Dijon et les Pionniers, l'équipe favorite de. Donc voilà, donc c'est pas possible. Mais non, je pense ils étaient vraiment ailleurs. Je pense que pour eux, c'était les playoffs, c'était l'objectif de la saison, ce que nous avait dit Thierry Parianti. C'était l'objectif. Après, faire une bonne place, c'est aussi un objectif, mais l'objectif premier, c'est les playoffs. Ils y sont, tant mieux. Et je pense que ça va être un gros match contre Lyon. Donc, et après les playoffs vont arriver et ça va être. Non, je pense que Bordeaux va faire une très bonne saison. Il faut impérativement qu'ils gagnent parce qu'ils sont 4e. Ah oui. S'ils perdent, ils sont 5e. C'est 4e, 5e place, c'est des mauvaises places pour les playoffs. Mais 4ème, c'est mieux parce qu'on reçoit. Voilà, on ressent. Ouais, voilà. Ouais. Donc vous pensez que les boxeurs vont faire de bons Ouais, playoffs? après attention aussi, il faut pas décompresser. Non. Faut pas prendre les matchs là qui arrivent avant les playoffs pour des matchs d'entraînement. Justement, il faut rester concentré jusqu'au bout parce qu'on l'a déjà vu dans l'histoire des boxers où on était en qualifié et puis on s'est un petit peu laissé aller et on s'est fait sortir dès le premier tour des playoffs. Donc il faut rester concentré. Et je pense que justement, ça va être là tout le challenge de cette équipe. Mais je pense parce que que je pense qu'ils ont fait un recrutement intelligent et qu'ils sont taillés pour aller chercher justement une demi-finale, voire une finale. Voire peut-être même gagner, pourquoi pas. Mais tout autre résultat pour moi serait peut-être une déception. Ouais. Mais après, je pense que le plus dur pour cette saison, ça va pas être les playoffs. Je pense que ça va être le plus dur, ça va être de garder David Gilbert à la fin de l'année. Oui, je pense. Ça- Ouais, ça va être hors ça- terrain. Ouais. Donc s'ils font pas une grosse saison avec lui cette année, ça va être compliqué. Alors après, il faudra mettre les billets sur la table, mais je pense qu'ils ont, comme tu dis, ils ont quelque chose à faire. Il faut qu'ils en profitent. Parce que selon les infos de notre ami Jean-Marc Chroniqueur hockey sur glace, Lyon est sur David Gilbert. Ah oui, c'est Jean-Michel sûr. Aulas devrait mettre le cachet vu qu'il est C'est obligé. partenaire avec le club Ouais, des Lions de Lyon. Et lui, il est partenaire partout, lui. Voilà. Là, mais Même, le logo de l'Olympique Ouais, Lyonnais, ouais. Il a même des billes à Saint-Etienne. Ouais, apparemment. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de l'émission pour parler de Born US, du Super Bowl, du PSG Barcelone et de Philippe Lam. A tout de suite. On est de retour dans Sport Inside sur Radio CHU Bordeaux et tout de suite c'est Born US, la chronique 100% américaine. Born US spécial Super Bowl, New England Patriots contre Atlanta Falcons. C'était un match extraordinaire. Fallait pas partir tôt surtout. Ouais, voilà. Non, je pense que c'était le 51e Super Bowl. Avant le match, les deux finales de conférence avaient été vraiment pas très jolies, vraiment dominées par les Falcons d'un côté et les Patriots de l'autre. Donc on s'attendait vraiment à un match explosif. C'est ce qui s'est passé. Donc meilleure attaque pour les Falcons, meilleure défense pour les Patriots.
Faut savoir que la dernière fois que la meilleure attaque s'est imposée au Super Bowl, c'était dans les années 60. Donc généralement, on va dire entre guillemets, généralement, c'est la meilleure défense qui prend le pas. Mais cette année, c'était le Super Bowl des superlatifs, le plus gros, le plus grand, le premier, tout ce qu'on veut. Parce que c'était le premier Super Bowl à aller aux prolongations, le premier où une équipe remontait autant de points. Tom Brady et les Patriots ont battu, tout à l'heure on comptait en off, 25 records battus sur un seul match. Et j'en passe avec les records qui ont été égalés. Donc 5e titre pour Bill Belichick et Tom Brady sur 16 saisons, c'est monstrueux. Il y a pas d'autre mot. Ils prennent 0-0, enfin il y a eu 0-0 dans le premier quart. C'est combien 21-3 en faveur 21-3 en des deuxième Falcons, ouais. pour les Falcons. Matt Ryan, il a été le quarterback des Falcons a été monstrueux. Devonta Freeman devant, il était juste, c'est même pas des mains qu'il avait, c'était des gants de baseball. Donc il a attrapé tout dans tous les sens. Julio Jones, à un moment, on voit, il fait le funambule sur la ligne de touche. Il a juste les pointes de pied qui touchent le terrain. Il a 2 mètres sur le côté, il arrive à avoir la balle. Donc les deux premières périodes et demie, les Falcons ont dominé complètement. Il y a eu 28-3. Et après les Patriots se sont mis en marche. Moi personnellement étant pour les Patriots, j'y croyais plus. Je me suis dit je vais pas aller me coucher, on sait jamais, le football américain c'est jamais terminé, j'ai bien fait. Voilà, il remonte à 28 partout. Tom Brady comme à son habitude, on va dire le chirurgien des Patriots, qui a pas tremblé, on le voyait sur la ligne de touche quand il y a eu aucun gros jeu. Ça par contre les Patriots se sont fait avoir parce que les Falcons avaient l'habitude de jouer avec des passes de plus de 20 yards. Matt Ryan, il a un bras monstrueux, il peut faire des passes de 60 yards, donc il s'attendait à avoir une grosse défense très loin, et en fait ils se sont fait avoir sur la course, et Devonta Freeman et Julio Jones leur ont fait très très mal là-dessus. Ils faisaient des courses de 40 yards, ça s'est jamais vu au cours de la saison. Donc les coordinateurs défensifs ont eu du mal à se coordonner justement là-dessus. Et en fait, ils ont mis 2 périodes et demie à se mettre dans le rythme. Et par contre, une fois qu'ils sont mis dans le rythme, ils ont commencé à vraiment saquer Matt Ryan, à aller chercher les coureurs. Chercher plus haut. Ils ont été chercher beaucoup plus rapidement, c'est ce qui leur manquait. Et après, derrière, Tom Brady, Julian Edelman et comment il s'appelle, Amandalo. Les trois on va dire les 3 principaux acteurs. Après, on parle pas des bloqueurs, mais ils ont vraiment joué leur rôle aussi. Parce qu'au tout départ, la défense des Falcons a vraiment été très forte sur le temps de possession de balle de Tom Brady. Il ne lui laissait pas le temps. Il faisait la même défense que Seattle. Exactement. D'habitude, il a entre 3 et 4 secondes pour regarder, lancer sa balle. Là, il avait entre 1 seconde et 2 secondes. Donc là, c'était impossible pour lui de garder. C'est la première fois qu'un quarterback gagne un Super Bowl en se faisant saquer plus de 5 fois dans le match. 5 fois ils sont fait prendre la balle, et c'était souvent en 3e down. Donc là du coup on le voyait, dès qu'il perdait la balle, dès que les équipes spéciales rentraient sur le terrain, il s'asseyait avec le coordinateur, il regardait ses fiches tranquillement, il enlevait son casque, il buvait un coup. Vraiment aucune pression il y a eu 28-3, aucune pression, il regardait, il rigolait avec ses partenaires. Et d'un coup ils reviennent, et c'est là où vraiment mentalement où les Patriots ont été très très costauds. Et ça nous a. L'expérience aussi de l'équipe. Oui, l'expérience, voilà. c'est sûr et certain. Là, on avait dit, c'était la légende Tom Brady. Contre le MVP, t'as eu un tweet. Exactement, contre le MVP qui est Matt Ryan de la saison régulière, parce qu'il le mérite largement, son titre. Il a été vraiment monstrueux. Je crois qu'il finit 3e ou 2e à la passe, juste derrière Drew Brees. Donc c'est quelque chose de monstrueux. Et après derrière il a vraiment tenu son équipe, mais les Patriots ont été en défense derrière, ont été vraiment très très costauds. Et à la fin, on voit Edelman qui nous fait une passe, qui nous réceptionne une passe venue d'un autre monde. Il y a 3 défenseurs, la balle arrive, faut imaginer un ballon qui fait 700 grammes, qui arrive à presque 60 km/h, complètement en l'air, déséquilibré, fauché par 3 défenseurs, parce que au football américain, on a le droit, tous les coups sont permis. On n'a pas le droit de se mettre de coups de casque, mais on a le droit de se mettre tout ce qu'on veut. Donc les casques sont interdits, mais les mecs qui font 2 mètres, 100 kilos, alors qu'Edelman il fait que 1m95. Donc non, c'est des beaux bébés. Et il arrive à la réceptionner, elle tape sur la jambe du défenseur, elle remonte, et là avec la concentration, il arrive à la récupérer, et ça donne le premier down qui va après pour le touchdown de l'égalisation. Donc c'est un fait de jeu. On voyait que les Patriots étaient re-rentrés dans le match.
et que c'était terminé. Et en plus, on va dire la chance était entre guillemets de leur côté, parce que la prolongation se fait, 28 partout, ils récupèrent le toss, donc ils récupèrent la balle à la fin, et sur le premier jeu, ils arrivent à 3 yards de la ligne. En plus, il y a un holding, donc un attrapé des défenseurs des Falcons, donc qui les avance encore. Ils finissent à 1 yard avec 4 chances. Et en prolongation au football américain, le premier qui marque un touchdown gagne le match. Donc c'est vraiment la mort subite. Et ce qui fait que là, avec 4 chances pour passer 1 yard, faut pas demander tant à Tom Brady. Et là, il s'est fait peur comme sur la première, ils ont failli se faire récupérer parce qu'il a été un petit peu en dilettante. Et après, derrière, la deuxième, c'était fini. Amandano a arrêté. Il a réceptionné une balle hyper facile, les Falcons n'étaient plus dedans et c'était terminé. Je pense qu'ils ont pris tellement un coup sur la tête en se faisant remonter 19-0 en quatrième quart. Dernier quart. 19-0, ils ont, sur le dernier quart, Tom Brady, il a loupé une passe. Et encore, c'est son running back qui s'est trompé de tracé et qui a été touché par un défenseur. Donc sinon, il a loupé 0 passe. Tom Brady, à la fin, était sur une autre planète, vraiment, quoi. Tout ce que je peux vous dire, ne regardez pas le replay, vous avez le résumé en 5 minutes sur Radio CFU du match grâce à Lucas. Thibaut, dernière question avant de parler. Il a été complet. Donc, Est-ce que c'est le match du siècle? On peut pas dire le match de l'année, mais le match peut-être de la décennie. Le match du siècle, peut-être pas, mais. Ça va rester dans les annales. Ouais, oui, voilà. C'est sûr que c'est un match. En fait, c'est plus qu'au-delà du match, c'est tout le show en fait autour. C'est-à-dire que tout était programmé, on avait l'impression, pour que ça soit un match épique. Et ça a été un match épique. Donc voilà, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais moi j'ai pris plaisir à veiller jusqu'à 5-6 heures. Avec le show de Lady Gaga extraordinaire. En plus on parle du match, mais il n'y a pas eu que ça. Comme tu dis, il y a le show de Lady Gaga qui était très très bien. Autour, après on parle pas non plus des places, on va dire une place c'était en moyenne 5 000 euros. Ça n'a rien à voir avec la Coupe de France. Mais après, c'est la finale du top 14 chez nous. Mais c'est une moyenne de place, une moyenne de prix de place. C'est hallucinant. Il y avait des loges à $500,000. $500,000 pour voir un match. Il y avait des plans publicitaires, 30 secondes, entre 3 et 4 millions de dollars. C'était en plus, tout était fait comme tu disais. C'était à Houston, c'était dans un stade de 80 000 places fermé, climatisé. Donc c'était en plein milieu du Texas. Donc après c'est pas un stade que les écologistes aiment bien. C'est pas trop la contrée de l'écologie là-bas. Mais c'est comme tu dis, un vrai show à l'américaine, quoi. Ouais, La toute puissance américaine. Voilà. Après c'est vrai que en France c'est dur de veiller, mais quand on est tenu par un match comme ça. Moi j'ai veillé sans problème, quoi. Bon, l'année prochaine on vous enverra commenter le prochain match. Moi je veux bien. Quand tu veux. Allez, merci Lucas et Thibaut pour Borny West. Tout de suite on se quitte avec les questions débat de Sport Inside. On va parler de 2 actualités, le match Paris-Barcelone et la fin de carrière de Philippe Lam. On va commencer avec Philippe Lam. Messieurs, est-il le meilleur défenseur droit au monde ? Tout simplement. 700 matchs, 0 carton rouge. C'est le stat que j'avais vu aussi. Ouais. Je pense que c'est un modèle de fair play, de combativité, aussi de fédération de joueurs. Parce que déjà il a tout gagné. Il a pas de Coupe d'Europe, mais il a une Coupe du Monde. Je me rappelle, je crois que c'était la Coupe du Monde en Corée. Où il a commencé, c'est le tout premier but de la Coupe du Monde. Il a le bras pété. Donc il a le bras dans le plâtre, il joue quand même, il est capitaine de la Mannschaft et il marque un but de 30 mètres de son mauvais pied, je sais pas, en pleine lucarne. Et tu le vois, c'est quelqu'un, dès le premier match, sur un truc comme ça, tu vas et tu cours partout, tu mets un but pas du milieu de terrain, mais à 30 mètres, c'est monstrueux. Et lui, il a resté calme, il a marqué, il a fait youpi, il a regardé ses supporters, il a applaudi, il est revenu se replacer à 2000 à l'heure. Il a dit mon rôle, moi je suis défenseur, je suis pas là pour marquer des buts, là c'était ma chance, je l'ai mis, ok. Et en fait on voit qu'il est un peu comme était Carles Puyol au Barça et avec la Rora. C'est-à-dire qu'il va vraiment fédérer ses joueurs autour de lui. Et après derrière par contre quand tu prends un coup de gueule c'est un petit roquet. Et je pense que quand il est petit, en plus, et quand tu prenais une soufflante, je pense que c'est pas comme Oliver Kahn, mais c'est un vrai joueur de club, c'est un vrai joueur de sélection. Il incarne à lui tout seul le Bayern, il incarne à lui tout seul la sélection allemande. Enfin, peut-être pas à lui tout seul la sélection allemande parce qu'il y avait d'autres joueurs aussi. Mais c'est l'égal des Oliver Kahn, c'est l'égal de ces joueurs-là qui sont un peu les derniers représentants des joueurs de foot comme on les aime, quoi.
c'est-à-dire des joueurs qui incarnent vraiment un idéal de jeu, Qui est resté 700 dans le même club matchs, aussi. qui est un joueur de club, 700 matchs professionnels, aucun carton rouge, un vrai modèle, très bon sur le terrain, Fair play. capable de beaucoup de bonnes choses aussi. Bon, il a fait des mauvais matchs, ça lui est arrivé. Mais enfin, c'est des joueurs, je crois qu'on n'en verra plus des joueurs comme ça. Oh, bon, il est passé entre-temps Voilà. à Stuttgart, mais en prêt, mais sinon il a toujours. Ouais, été- mais bon, voilà, après, mais les 99% de son temps, il a passé au Bayern. Donc, c'est un joueur vraiment d'exception. Après, est-ce que c'est le meilleur arrière droit C'était quoi, au fond, au monde? Ça l'a été. Ça l'a été. Ça l'a été. Ça l'a été, oui. Aujourd'hui, peut-être pas, mais oui, ça l'a été. Ça l'a pendant été, un oui, moment, hein, ça pendant l'a très été, longtemps. ouais, voilà, ça a été comme d'autres, d'autres joueurs. Mais après, c'est vrai que moi, c'est un peu une page qui se tourne parce qu'avec toutes ces vedettes qui s'en vont, t'as l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus des joueurs qui sont attirés par le pognon, voilà. On sait pas si on va en revoir de ces joueurs. Ouais, comme tu voilà, as dit. par exemple, bon, peut-être que Messi va nous faire une Barça jusqu'au bout, et encore que, on sait jamais, mais je veux dire, il y a plus de joueurs comme ça, de grands joueurs qui restent attachés à un club, ils sont tous interchangeables, on avait cru que Ronaldo restera à Manchester United, il n'est pas resté, voilà, donc il y a plein de joueurs comme ça qui Il est bougent. du même niveau que Frank Lampard, Steven Gerrard. Voilà, Arsène. ouais, Giggs, tous ces joueurs-là qui sont Paolo Maldini, qui sont des icônes. Totti Voilà. encore. Et imaginez un peu le 11 si on regroupait tous ces joueurs dans une équipe, ça serait absolument Ça ferait fabuleux. Il Ah n'y a ouais. plus de place pour les Coupes d'Europe et les Coupes du Monde, il n'y a plus de place dans les Ah vitrines. non. Voilà pour Philippe Bam, il nous reste quelques petites minutes, on va faire Paris-Barcelone. Est-ce que le PSG doit tout miser sur ce match? Ce sera cette semaine, la 8ème de finale de Ligue des Champions, le jour de la Saint-Valentin, à Oui. Paris. Est-ce qu'ils doivent tout miser sur ce match, Lucas? Si le Barça joue comme contre l'Atlético et le PSG joue comme contre. C'était qui J'ai mangé le nom, on gagne 2-1. Il y a Arsenal? Non, pas Ah, en Ligue en des Champions. championnat. En championnat, c'était qui Lille. Lille. Contre Lille, voilà. Ouais. Si le PSG joue contre Lille, comme contre Lille, et que le Barça joue comme contre l'Atlético au match aller, aucune chance que Paris passe. Aucune chance, zéro. Vraiment, c'est. Même si en plus la Piqué est blessé pour le Barça, il y a quelques Il y a absents. City derrière. Ouais. Voilà, c'est pas Non, forcément mais un cadeau. de toute façon, faut pas se leurrer. Je pense que c'est comme nous avec quand on rencontre le Paris Saint-Germain, quoi. C'est eux, ils sont dans la même configuration, c'est-à-dire c'est le Barça qui vient. À chaque fois qu'ils ont affronté le Barça en Ligue des Champions, ils se sont fait cramer. Donc c'est voilà, Parce que c'est un match. Disons que s'ils arrivent à faire le nul chez eux, à pas C'est prendre de but. Ils auront peut-être une chance à l'extérieur. Pas prendre Mais une belle sinon, Parce que déjà pendant les- 1-2-0, c'est un gros handicap. Parce que pendant les autres matchs, on disait que Paris avait des chances de battre Barcelone aux saisons dernières, mais là, pas du tout. Ouais, là, Vu- là, c'est Au début de compliqué. saison et en plus des derniers matchs, moi je suis pas Après, sûr. la Ligue des Champions, c'est une autre compétition. C'est Hein. autre chose. Le championnat, ils sont plus dans la gestion parce Ouais. qu'ils savent que une accélération égale à quasiment un but. C'est ça. Bon, ils ont pris un peu de retard au début, il fallait digérer le nouvel entraîneur, etc. Mais en Ligue des Champions, c'est quand même autre chose. Et il y a des joueurs qui sont vraiment taillés pour la Ligue des Champions à Paris. Draxler, j'allais dire une bêtise, Verratti, Di Maria, Cavani, ce sont des joueurs qui adorent ce genre de... ça. Et ils sont là pour ça, donc gros match, ça va casser des couples puisque c'est la Saint-Valentin. Mais Il y a le match des boxeurs aussi. oui, voilà, il y a le match des mais- boxeurs, donc Faut les priorités aussi. hein. non, mais bon voilà, donc un match évidemment à suivre. On va supporter le Paris Saint-Germain pour l'indice UEFA, mais ça va être quand même compliqué. Monaco va jouer contre Manchester City à l'extérieur. Voilà pour la Ligue des Champions. Merci messieurs, merci Lucas, merci Thibaut, merci Pierre à la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés une nouvelle fois dans Sport Inside sur Radio CHU Bordeaux. Passez une très bonne journée sur les antennes de Radio CHU. Salut Merci à tous. Salut. Salut.